Ça fait 4 fois que je tourne cette vidéo et je ne sais pas pourquoi mais j'arrive pas à le faire correctement. J'essaye de vous partager le plaisir que j'ai à collectionner ces objets. J'ai déjà fait 3 vidéos qui composaient les thèmes de ma collection et ces 3 dernières me semblaient beaucoup plus faciles à faire. Alors oui, on peut trouver des objets incroyables ou révolutionnaires par leur beauté ou leur utilité, alors que l'essentiel dans tout ça, c'est ces petits bouts de plastique, ou de plomb, ou de métal blanc, ou de résine Finecast. Ce sont elles, nos figurines, qui nous transportent dans l'univers de Warhammer 40 000. On plonge dans cet univers et on s'imagine être un Space Marine, peut-être un Ultramarine à l'honneur infaillible, ou un guerrier Space Wolf, féroce et cruel. Mais on peut aussi choisir d'être un Magos de Mars, ou un Alpha des Genestealers, sans oublier de devenir un Overlord Necron, ou un prince démon du chaos. Moi, ce sont toujours les humains qui m'ont fait rêver. La société a complètement disparu, les libertés sont un bien loin souvenir et la corruption et le fanatisme ont complètement pris le contrôle. Aucun choix n'est permis, il faut suivre la cadence et rentrer dans les rangs. Si la vie dans cet univers n'est pas simple, le hobby ne l'est pas non plus. On peut se dire que c'est trop cher, qu'il faut déjà beaucoup de matos pour pouvoir commencer à assembler, puis à peindre, et puis qu'il faut se faire des interrogations écrites pour se souvenir des règles, pour savoir jouer correctement. Mais je pense que le plaisir de rentrer dans nos histoires et de faire parler nos émotions pendant toute une partie nous transporte bien au-delà de ces problèmes basiques. On passe beaucoup de temps à peindre, assembler, imaginer notre armée pour sortir victorieux de nos guerres imaginaires. On se raconte une histoire. Celui qui n'est pas mort, alors que tout devait le faire mourir dans une situation complètement critique sur la table. Cette figurine devient le plus grand héros parmi nos pions en plastique. Et celui qui devait résister, qui avait toutes les caractéristiques pour s'en sortir, et qui va mourir dès la première attaque, ne mérite que d'être écrasé sous le poids de nos figurines au fond de la manette. Toi aussi, tu as raté ce jet d'armure qui était normalement inratable. Tu sais, ce de plus relançable. Mais le sort en a décidé autrement et tout s'inverse. Alors que tu étais serein, d'un coup, tu te mets à stresser. Tu vas peut-être t'énerver ou rire, tellement la situation est vraiment trop grosse pour être vraie. Et il y a tout ce plaisir dans le hobby qui arrive avant de jouer. Le plaisir de assembler, le plaisir de peindre, de ressentir cette joie dès qu'on arrive à terminer une technique de peinture un petit peu difficile comme les dégradés ou les M&M. Et pourtant on la connaît bien cette légende, que cette figurine qu'on a extrêmement bien peint, sur laquelle on a passé beaucoup de temps, va mourir dès le premier tour. Ou alors nos échanges sans fin sur quelle est la meilleure unité. Toutes ces histoires qui nous rassemblent. Et toutes ces figurines, ces pions, ils ont plein de formes. Et c'est ça qui nous plonge au cœur de la table pendant nos guerres imaginaires. Alors je peux prendre comme exemple le premier et unique de Tanis. Des figurines qui ont été en tirage limité parce que basées sur les romans de Black Library, racontant l'histoire impossible d'une amitié qui se lie entre un régiment entier et le commissaire qui a fondé ce régiment. Et on a aussi, comme dans toutes les armées, des figurines qui ont des petites histoires brèves qu'on retrouve dans les codex ou dans les petits livres de fluff. Ces personnages nommés comme le commissaire Yarrick et son combat infini contre les orques, ou alors ce duo inséparable que composent Creed et Kell. Chacune de nos armées possède ces héros nommés qui nous plongent de plus en plus dans l'univers de Warhammer 40 000. Puis on a aussi d'autres inspirations complètement farfelues, comme Sly Marbo, qui est la représentation de Sylvester Stallone dans Rambo, petit acronyme des familles. Puis il y a les vieilles figurines, celles du tout début, de Rogue Trader, celles qu'on ne retrouve plus du tout sur les champs de bataille, soit par une obsolescence programmée, comme le Griffon, qui est sorti du jour au lendemain des codex et qu'on ne peut plus jouer, voilà. Merci Games Workshop, alors que la figurine existe encore et qu'on est capable de la monter et qu'on pourrait faire des parties en plastique très basiques pour pouvoir la faire. Mais il y a aussi les premières figurines de Rogue Trader, tu sais, ces vieilles versions qui sont obsolètes parce qu'elles sont beaucoup plus petites ou qu'elles n'ont plus rien à voir avec le design des figurines actuelles. Elles sont en plomb encore, mais tout ça n'est rien comparé à l'aura de nostalgie qu'elles représentent. Oui, on trouvera toujours un moyen de poser une figurine de telle pour représenter un personnage spécial ou une unité précise dans notre armée. Maintenant, ce sont toutes les figurines métal qui vont se retrouver avec une retraite anticipée. Games Workshop veut pousser la création de toutes ces figurines en plastique, c'est pas plus mal. D'ailleurs, c'est bien mieux que le plan d'origine avec les Finecast. Et beaucoup d'armées vont être touchées par cet élan de plastique, comme l'armée des Sœurs de Bataille, ou mon armée, qui possède énormément de régiments différents, toutes représentées par des figurines en métal. Et pour ça, je peux vous parler du régiment des Valalan et de leur inspiration soviétique de la guerre froide. Et on peut aussi citer les Talarn qui nous viennent tout droit des déserts du Sahara, avec beaucoup d'armes à plasma. Et c'est l'un des rares régiments qui possède des figurines à la fois à pied et à cheval, pour pouvoir faire des attaques de flanc magnifiques. Et en parlant de la cavalerie, je ne peux pas ne pas citer les cavaliers d'Attilan, venant d'une inspiration claire de Genghis Khan et des Mongols. D'ailleurs, on se demande s'ils n'ont pas voulu arrêter de faire évoluer cette partie cavalerie pour pouvoir laisser le champ libre aux White Scars. Si on veut faire un autre comparatif aux Space Marines, est-ce que la garde de fer de Mordian ne serait pas un bon exemple? Ce régiment qui part à la guerre en
costumes d'apparat. Les mecs vont à la guerre comme s'ils allaient faire un défilé. Est-ce que ça ne serait pas le pendant humain des ultramarines? Il y a aussi ce régiment spécifique qui reprend les codes de la Première Guerre mondiale avec un masque à gaz permanent, la Légion d'acier d'Armageddon. D'ailleurs, un régiment qui possède un fluff assez profond et assez développé et qui a été créé avec l'aide de la communauté sur une campagne mondiale durant un été. Et puis bien sûr, on trouve le régiment des Praetorians. Eux, ils ont une histoire bien plus ancrée dans le réel. Alors que lors d'un Games Day, Games Workshop se dit qu'ils vont faire un diorama spécifique montrant un affrontement épique entre la garde impériale et les orques. Et plutôt que d'utiliser des simples figurines qu'ils ont déjà sorties, ils prennent les unités de Mordiane, enlèvent leur képi et leur mettent un chapeau colonial. Et la communauté a appuyé auprès de Games Workshop pour pouvoir mettre la main sur une version de ces unités spécifiques. Games Workshop, saisissant l'opportunité, a donc produit cette arme. Et puis récemment, nous avons eu le droit à un nouveau régiment, les Vostroyans. Alors eux, j'ai pas très bien compris leur principe, mais ils sont sortis en même temps que les règles de la guerre urbaine. Ils ont une inspiration steampunk. Comparé aux autres figurines des régiments plus vieux, ces figurines métal sont bien plus détaillées. Bien sûr, on n'oubliera pas les deux régiments principaux de l'Astra Militarum, ceux qui ont eu des figurines en plastique quasiment dès le départ. Et je parle bien entendu de ces guerriers de la jungle qui sortent tout droit du film Predator et du régiment Cadian, qui lui est inspiré clairement de Starship Troopers. Je crois que ce qui m'a toujours plu dans la garde impériale, c'est plutôt que d'avoir une histoire, j'avais plein de petites histoires. Tous ces régiments ont une histoire précise et je pouvais au sein de mon armée la mélanger. À tout ça, on ajoute notre propre histoire à chacune de nos figurines. Comme cette figurine par exemple, qui est la première figurine que j'ai peinte. Elle trouvera toujours une place dans mon armée. Mon moi au sein de l'armée. Mais bien sûr, la garde impériale ne serait rien sans ses chars et ses engins mécaniques. Ces chars qui partent d'une base commune et qui, avec quelques petites pièces spécifiques, soit en métal blanc ou soit en plastique, permettent de faire des versions différentes avec des capacités différentes. Et on peut y voir l'évolution de toutes ces pièces, et de façon plus flagrante sur l'évolution des sentinelles. Depuis Rogue Trader jusqu'à aujourd'hui, la sentinelle a bien évolué et a gagné énormément en customisation. Comment ne pouvons-nous pas tomber dans le wargame alors qu'on est en train de s'imaginer toutes ces histoires épiques? Ça a d'ailleurs été toujours l'une de mes activités favorites sur l'Astra Militarum. Collectionner des modèles, de comprendre leur design, leur histoire et de pouvoir créer la mienne avec la leur. Alors que notre hobby est considéré comme une niche, je le trouve plutôt universel dans sa capacité à nous faire voyager.